Chapitre 5. Samedi 8 décembre, 10 heures. J'ouvre un œil, mais l'autre ne suit pas. J'ai des lèvres sèches, un arrière-goût de tabac dans la bouche. Par bribes, la soirée de la veille me revient en mémoire. Moi, Eleanor, du Bois-le-Mire, une fille plus ordinaire qui, il y a quelques mois à peine, n'avait encore jamais bu, ni fumé, ni embrassé un garçon. Ça, ce n'est pas encore fait, mais bientôt. J'ai fumé toute seule, sans mes amis, sans être dans un party. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de devenir une droguée? Est-ce que dans quelque temps, lorsque je trouverai que le pot ne me fait plus d'effet, je vais commencer à me piquer à l'héroïne, comme des adolescents qu'on voit raconter dans les reportages leur descente aux enfers? Je me retourne dans mon lit et referme les yeux. À vrai dire, je ne m'imagine vraiment pas en train de m'enforcer un aiguille dans le bras. Je suis peut-être bizarre, mais pas à ce point-là. Le truc avec le pot, c'est que lorsque j'en fume, j'ai l'impression que tout, soudain, pèse moins lourd. J'ai envie de rire, je me sens joyeuse. C'est comme si je n'avais pas plus de problème. Bon, après avoir fumé, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah oui, je suis revenue dans ma chambre avec l'impression de ne plus sentir ni mes bras ni mes jambes. J'ai écouté de la musique et j'ai écrit dans mon cahier jusqu'à ce que ma mère rentre du théâtre. Ce qui s'est passé ensuite n'est que trop clair dans ma tête. Ce que j'ai vu, ce que aucun enfant ne devrait voir, est maintenant et à jamais imprimé sur ma rétine. Ni ma mère ni Michel ne m'ont remarqué. Est-ce que ma mère me parlera de ça? Est-ce que c'est à moi de lui en parler? Je ne peux pas croire que Michel lui ait dit ces mots, qu'il les ait lancés contre le mur. Voir pleurer sa mère, sans avoir le courage d'aller la consoler, c'est atroce. En tout cas, j'espère qu'elle a compris que Michel est un fou et que cette fois-ci, elle ne lui pardonnera pas. Vers 10h30, je me lève et, après avoir enfilé un t-shirt et un vieil pantalon de jogging, je sors de ma chambre. Du haut de l'escalier, je fixe l'endroit où Michel a projeté ma mère la veille. Jamais je n'aurais cru qu'un jour je regarderais un mur avec autant de colère et de peine. De la salle à manger me parviennent les voix de ma mère et de Sabine. Je descends lentement l'escalier, m'attendant à tout moment à entendre aussi celle de Michel. Et s'il savait que je l'ai vu malmenter ma mère, s'en prendra-t-il moi aussi? Maman est en train de boire un café en consultant un livre de recettes. Sabine est assise près d'elle et dessine, sur une feuille blanche, une princesse portant une robe rose. J'ai comme un pincement au cœur en le voyant si petite, si naïve. Moi aussi, quand j'avais 6 ans, je croyais aux princesses et surtout aux princes charmants. Maintenant que j'ai fait la connaissance de Michel, je ne suis plus certaine que rien de tout ça soit vrai. Passant derrière ma sœur, je dépose un baiser sur la joue si douce. Elle se retourne et m'en serre le cou de ses bras. Je la serre forte contre moi. Ma mère nous regarde. Elle sourit, mais je suis pas dupe. Je perçois bien les larmes qui brillent dans ses yeux clairs. Je m'approche d'elle et, sans trop savoir comment, je me trouve accroupie, la tête posée sur ses genoux. Elle me caresse les cheveux. S'il nous surprenait, Michel ne serait pas content. Il reproche souvent à ma mère de me traiter comme un bébé. En me relevant, je pose la question qui me brûle les lèvres. Michel n'est pas là? Un client l'a appelé tôt ce matin. Il devrait revenir au début de soirée. C'est moi ou elle qui a l'air soulagée. Moi, je le suis, en tout cas. D'un pas léger, je vais me servir un café et j'attrape, au passage, un croissant aux amandes. Une seule tasse, hein, ma chérie? Depuis que j'ai officiellement le droit de boire du café, ma mère me rappelle tous les jours de n'en boire qu'une seule tasse. Et ma chérie? Mais ce matin,
ma mère peut me dire ce qu'elle veut, moi. J'ai le cœur en fait. La perspective de passer une journée entière sans voir Michel me remplit de joie. Et puis, la soirée aussi s'annonce belle. Tu vas toujours au cinéma ce soir, Léo? M'interroge ma mère alors que je m'installe à table. Oui. Sabine lève la tête et me regarde avec des grands yeux curieux. Avec ton amoureux? Demande-t-elle. Avec Mathieu. Et c'est pas mon amoureux. Enfin, pas pour le moment. Oh, vous allez vous faire des bisous au cinéma? Demande-t-elle encore, moqueuse. Je me sens rougir. C'est ridicule, je sais, mais je n'ai toujours pas trouvé le truc pour contrôler ça, il faut croire. Ah, laisse-la tranquille, Sabinou, la gronde gentiment ma mère. Va t'habiller, on va aller faire des courses. Sabine, un bon enfant de 6 ans, maîtrise l'art de chantage. Juste si tu me promets de m'acheter des bonbons. Ma mère, en bonne mère qui veut avoir de la paix, sait quand abdiquer. D'accord pour les bonbons. Allez, file, t'habiller maintenant. Et Sabine de se lever et de monter à sa chambre. Il est comment ton Mathieu? S'informe ma mère en se servant d'une deuxième tasse de café. Je comprends alors qu'elle a envoyé Sabine s'habiller pour pouvoir me parler seule à seule. Cela me touche tellement que j'ai presque les larmes aux yeux. Il me semble que ça fait une éternité que nous n'avons pas passé du temps ensemble. Il est gentil et attentionné. Et tu es bien avec lui? Oui. Tu sais, Léo, l'important, c'est que tu puisses être toi-même quand tu es avec lui. Que tu n'aies pas l'impression d'être une personne que tu n'es pas, de jouer un rôle juste pour lui faire plaisir. Je vois trop bien de quoi elle parle. Elle me donne des conseils qu'elle ne met pas en pratique elle-même. S'en rend-elle compte? Je m'apprête à dire quelque chose à ce sujet lorsque je constate qu'elle a des yeux pleins d'eau. Ça va, maman? Elle hoche la tête avant de se lever rapidement. Je l'entends au salon ouvrir puis refermer un tiroir. Elle revient avec des albums de photos alors que Sabine, vêtue d'un chandail rayé, d'un tutu de ballerine et des collants ornés de papillons roses, descend l'escalier pour venir s'installer sur mes genoux. Ça vous tente de regarder les photos, les filles? Oui, répondons-nous en chœur. L'absence de Michel rend l'atmosphère légère, transformant notre matinée en fête improvisée. Je sais que s'il était là, ma mère serait déjà habillée, maquillée et aussi stressée que moi lorsque je dois présenter un exposé oral devant la classe. Mais là, encore en pyjama à 11 heures, détendue, les cheveux décoiffés et sans aucun maquillage, je la trouve belle et j'ai envie de sourire. Ma mère nous montre des photos de Patrice, son premier amour. Puis viennent les photos de Stéphane, mon père. Mes parents se sont rencontrés à 19 ans et sont restés 18 ans ensemble. 18 ans avec quelqu'un, ça doit être long. Comme je l'ai déjà dit, ma mère a eu le cœur brisé lorsque mon père l'a quittée. Cependant, j'ai l'impression qu'elle a été plus amoureuse de Patrice, mais même si elle n'est restée avec lui que 4 ans. Peut-être que notre premier amour est toujours le plus fort, le plus intense. J'attrape mon cellulaire et montre à ma mère la photo de Mathieu et moi à l'aréna. Ah, il est mignon, s'exclame-t-elle. Pour moi, le terme mignon est réservé aux petits chats qu'on retrouve sur Facebook et aux bébés qu'on préfère tenir à distance, car l'odeur de leur couche est perceptible à 10 km. Mais je ne dis rien, par crainte de rompre le charme. Je pense à Mathieu, à la soirée qui m'attend. Je commence déjà à avoir des papillons dans le ventre. Ma mère décrète qu'il est temps d'aller faire des courses. Elle monte à sa chambre pour se préparer et 15 minutes plus tard, elle et Sabine sont parties. J'en profite pour sortir fumer une cigarette sur la terrasse et pour enfin appeler Anaïs. Me trouves-tu bizarre que je lui demande d'entrer de jeu? Pourquoi tu veux savoir ça? C'est Marianne qui m'a dit que j'étais bizarre en ce moment. Ben, non, pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude, c'est rassurant. Et Laurie, tu penses qu'elle est vraiment fâchée contre moi? Tu connais Laurie. Elle est pas mal intense.
C'est sûr qu'elle n'a pas aimé ta question à propos de Justin. En même temps, elle m'en a parlé plus que ça. Alors, je ne sais pas. Pourquoi tu l'appelles pas? J'expire la fumée de ma cigarette. Tu es en train de fumer là ou quoi? Répond-elle. Oui. Il n'y a que toi dans la gang qui fume pas, tu sauras. Il n'y a que moi qui suis intelligente, on dirait. Je décide de rire de la dernière remarque de mon amie. Je n'ai pas envie de me disputer avec elle. Puis je lui annonce que je vais au cinéma avec Mathieu le soir même. Anaïs n'est pas celle qui a la plus d'expérience en la matière, mais lui parler de ce qui m'inquiète me fait du bien. T'inquiète toi-même, Léo. Si Mathieu t'a invité, c'est parce qu'il aime ce que tu es. Donc, ce soir, pas besoin de mettre 3 couches d'ombre aux paupières ou de jouer celle qui a full d'expérience. Profite juste de ta soirée, puis je suis sûre que tout va bien aller. Après avoir accroché, je décide de prendre mon courage à 2 mains et d'appeler Laurie. Je n'aime pas vraiment l'idée d'être en chicane avec une de mes meilleures amies. Je me dis qu'au pire, elle me recracha au nez. Je comprends son numéro. Elle répond après la 3e sonnerie. Déjà, au ton de sa voix, je sens qu'elle est moins en colère que la veille. Je lui dis qu'elle a raison, que je ne connais rien au gars et que j'ai été vraiment stupide de lui demander si Justin l'avait forcé de coucher avec lui. J'invente ensuite, comme pour me justifier, tout en évitant de parler de ma mère, que c'est déjà arrivé à une de mes cousines. À mon grand soulagement, Laurie me dit que c'est correct, qu'elle a réagi trop fort de cette façon. Je lui dis ensuite que je vais au cinéma avec Mathieu ce soir. Je suis trop contente pour toi, Léo, s'enthousiasme-t-elle. Il est vraiment sweet, ce gars-là. Vous feriez un beau couple, il me semble. 19h03. J'attends Mathieu devant le cinéma. Sous mon manteau rouge, je porte une jupe, un collant et un chandail noir. Je mis un peu de mascara et ma mère m'a prêté un de ses colliers. Je me sens si nerveuse que j'en ai mal au cœur. Pour me donner du courage, je repense aux paroles d'Anaïs. Si Mathieu t'a invité, c'est parce qu'il aime ce que tu es. Et s'il venait pas, inquiète, je vérifie si j'ai un nouveau message texte, si par hasard je n'aurais pas manqué un appel. Lorsque je relève la tête, je le vois qui m'envoie la main d'un autre côté de la rue. Qu'est-ce qu'il est beau! Encore plus qu'à l'école, on dirait. Arrivé à mon hauteur, il se penche et m'embrasse sur les joues. Il s'est parfumé pour moi. Je me sens fondre. Mon Dieu, faites ce que je m'évanouisse pas. Nous décidons d'un commun accord d'aller voir Seul sur Mars. Vers la moitié du film, Mathieu prend ma main et le garde dans la sienne jusqu'à la fin. J'ai du mal à me concentrer. Une chance qu'il fait noir parce que je sens mon visage si rouge qu'on pourrait croire qu'il va finir par exploser. En sortant du cinéma, Mathieu m'offre une cigarette et, toujours main dans la main, nous marchons jusqu'à un café. Cela semble si naturel pour lui d'être là, avec moi, en train de me tenir la main, que je me demande pourquoi je me suis autant inquiétée à propos de cette soirée. Peut-être que l'amour, ce n'est pas si compliqué que ça après tout. Nous nous installons à une table et je commande un mochaccino, ce qui m'empêchera sûrement de dormir une bonne partie de la nuit. Je n'en aurais pas été capable de toute façon. Ma mère ferait une crise cardiaque si elle me voyait. Je suis contente d'être avec toi ce soir, me dit Mathieu. Je t'ai remarqué dès mon premier jour à la police, tu sais. Quoi? Ça fait 3 mois qu'il me trouve de son goût et moi, je me suis jamais rendu compte de rien? En tout cas, je suis aveugle ou très épaisse, ça, c'est sûr. Je te trouve super belle, Léo, poursuit-il. Et me voilà, à nouveau, rouge comme une tomate. J'ai chaud. Mais devant son courage, je décide de me lancer à l'eau à mon tour. Je suis jamais sortie avec un gars. Moi non plus. T'es jamais sortie avec un gars? Nous rions. Ni avec un gars, ni avec une fille. Tu vois, on se ressemble. Je commence à me détendre. Mathieu me raconte qu'il fait du judo depuis qu'il est tout petit, que le sport prend pas mal de place dans sa vie, qu'il a toujours été super gêné et que le jour où il m'a abordé au party chez Justin, il a dû prendre son courage à 2 mains.
Je lui parle de moi, de mes amis, du divorce de mes parents, de Valérie la folle, mais je ne dis rien de Michel. En sortant du café, Mathieu me propose de venir me reconduire chez lui en scooter. J'ai toujours un deuxième casque avec moi, au cas où une belle fille aura besoin d'une lift, plaisante-t-il. Je souris. Il prend ma main et l'embrasse. Rien ne me plairait davantage que de rentrer chez moi en scooter avec lui, mais ma mère, qui devait venir me chercher, attend mon appel. Je sors mon cellulaire de mon sac et m'apprête à lui téléphoner lorsque nous passons devant un bar que j'ai toujours trouvé un peu métier. À travers la vitre, j'aperçois Michel, assis seul à une table, un pichet de bière bien entamé devant lui. Je n'ose pas accélérer le pas, de peur que Mathieu ne me pose des questions. Cela ne m'empêche pas de prier qu'il ne me voie pas. Ma mère n'a-t-elle pas dit qu'il devait rentrer à la maison au début de soirée? Elle doit commencer à se poser des questions. En tout cas, elle répond dès la première sonnerie. Mathieu pourrait me ramener à la maison en scooter. Comme ça, tu n'aurais pas besoin de venir me chercher. En scooter? Mais c'est dangereux, non? Il a une casque pour moi, et puis il roulera pas vite, dis-je en lançant un clin d'œil complice à Mathieu. D'accord. De toute façon, Michel n'est pas encore rentré et Sabine dort déjà. Je ne peux pas la laisser toute seule. J'entends bien l'inquiétude dans sa voix. Je commence à être habituée, il faut croire. On va être là dans 15 minutes, maman. Sur ce, je raccroche, à la fois soulagée et anxieuse. Devrais-je dire à maman que j'ai vu Michel? Et s'il finit par rentrer à la maison, sera-t-il violent avec elle? Finalement, j'aurais préféré de ne pas savoir qu'il boit tout seul dans un bar miteux. Nous arrivons près du scooter de Mathieu. Nous nous assoyons sur le bord du trottoir pour fumer une dernière cigarette. « Ta mère sait que tu fumes? » me demande-t-il en m'offrant du feu. Je manque de m'étouffer. Non, vraiment pas. L'autre fois, elle a remarqué que les filles et moi on sentait de cigarettes, mais j'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Moi, je l'ai dit à mes parents il y a pas longtemps. Ça fait pas leur affaire, mais tant pis, c'est ma vie. Je le regarde. Il est calme, mais si déterminé. J'envie son courage, sa force de caractère. Il est du genre qui fait son chemin dans la vie sans trop soucier de l'opinion des autres. Nous restons assis là, en silence, à regarder passer les gens et les voitures. Ce n'est pas un silence embarrassant, de ceux qui donnent l'impression qu'on n'a rien à se dire. C'est un silence tranquille, comme une petite boule de paix précieuse. J'y resterai bientôt encore un peu, mais je dois rentrer. Comme s'il lisait dans mes pensées, Mathieu se lève et me tend la main. Il sort un casque du coffre de son scooter et le pose délicatement sur ma tête. Alors qu'il se penche pour l'attacher, il avance lentement ses lèvres vers les miennes, et nos bouches s'effleurent, le temps d'un bref baiser. Une chance qui fait noir parce que je me sens rougir cette fois de la tête aux pieds. Mais pas seulement rougir, j'ai chaud aussi, surtout au niveau du ventre et de la poitrine. Mon cœur bat comme un fou alors que je m'installe derrière lui. « Accroche-toi bien, me recommande-t-il avant de démarrer. Je ne me fais pas prier. Les bras noués autour de sa taille, je m'abandonne. Les yeux fermés, je laisse le vent de décembre caresser mon visage. Et comme une nuée, comme chaque fois que je suis contente, que je trouve une vie trop belle, j'ai envie de pleurer. Mathieu se gare devant chez moi. Je constate tout de suite que la voiture de Michel n'est pas là. Il doit être en train de finir son pichet de bière. Mathieu m'aide à descendre du scooter. Jamais je n'aurais cru qu'un garçon de mon âge puisse être si galant. J'enlève mon casque et je le lui tends. Sans rien dire, il m'attire contre lui et à nouveau, nos lèvres se rencontrent. Je sens sa langue qui, doucement, cherche la mienne. Je me dis que je ne sais pas embrasser, puis je me dis plus rien. Les mots, en ce moment, n'ont plus de raison d'être. Ma mère s'est endormie sur la canapé. Je m'approche d'elle tranquillement avec l'impression de flotter à 1 mètre du sol. Je viens de passer une des plus belles soirées de ma vie et je sais que,
Quoi qu'il arrive, elle restera à jamais gravée dans mon cœur. Je pose la main sur le bras de ma mère qui se réveille en sursaut. Elle semble désorientée. Tu t'es entrée? Oui, maman, t'es pas en train de rêver, dis-je d'un ton moqueur. Mais ma mère, elle, n'a visiblement pas envie de s'amuser. Et Michel, il n'est pas encore là? Il ne répond pas même à son téléphone. Je l'ai vu en prenant une bière dans un bar, pas loin du cinéma. Ah bon? Il était avec quelqu'un? Non, il était tout seul. J'imagine qu'il voulait juste se détendre un peu avant de rentrer. Tu viens te coucher? Ma mère se lève et va à la fenêtre. Je la rejoins en espérant qu'elle me fasse des confidences comme plus tôt, ou qu'elle me demande au moins comment ma soirée s'est passée. Mais elle n'a plus rien de la maman complice et détendue de ce matin. Et moi, je ne sais pas comment faire pour l'aider.